Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour quelques conseils pour bien réussir ces parties d'airsoft et en réfléchissant à la meilleure façon de se préparer à la maison sur un certain nombre de choses que je vais détailler dans cette revue. Mais on en parle juste après ça. En introduction, je souhaite vous remettre en tête que si vous souhaitez soutenir ma chaîne, il vous suffit lorsque vous faites vos courses chez Airsoft Entrepôt d'utiliser le lien en description. Alors, est-ce qu'on peut se préparer? Est-ce qu'on peut préparer nos parties d'airsoft? Est-ce qu'on peut progresser dans notre loisir à la maison? La réponse c'est oui. Et pour progresser alors qu'on n'est pas en train de jouer, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? On peut se préparer physiquement, on peut préparer sa tenue, on peut préparer son gear et on peut se préparer à un certain nombre de manipulations avec ses répliques longues et ses répliques courtes. Première chose, la préparation physique. Alors, on n'est pas dans une démarche de performance. Qu'est-ce que c'est qu'un bon airsofter? Un bon airsofter, c'est un airsofter qui est content de sa journée, qui a pris plaisir et qui n'a pas dérangé ses collègues. Parce que si tu prends plaisir à parler tout fort à côté d'un sniper, ou si tu prends plaisir à bavarder au milieu du terrain quand tu retournes en spawn alors que tu es censé être out, tu es hors champ. Mais ça, j'en ai déjà parlé précédemment, d'accord? Donc si tu prends ton plaisir, tu ne déranges pas les gens, tu es un bon airsofter. Une fois que c'est dit, évidemment, il y a différents niveaux d'engagement dans ce qu'on appelle notre loisir sportif. Loisir, on prend du plaisir. Sportif, on s'engage physiquement. On porte du matériel, on va marcher, on va manipuler des lanceurs, on va avoir chaud, on va avoir froid, on va être mouillé, on va être... Bref, il y a énormément de choses qui vont interagir avec notre condition physique et notre santé. Donc oui, la notion de sport existe dans le cadre de ce loisir. Sur la question de la préparation physique, je ne vais pas vous faire le détail de ce que moi je fais pour me préparer physiquement pour une OP de 3 jours, de nuit, dans le Massif central, en plein hiver, sous la neige. Non, je ne vais pas vous parler de ça. Ce que je dis, c'est, et ça a pour objectif de parler à tous les airsofters, du débutant au moins débutant. Ce qui est important, c'est d'avoir conscience de sa condition physique et de s'engager sur des terrains qui nous correspondent. À la Bradva, on est une quinzaine de joueurs, sur des conditions physiques variables et des envies variables. Certains qui auraient la condition physique de le faire ne s'engagent pas sur les OP. Ils n'ont pas envie. D'autres qui n'ont pas la condition physique pour le faire ne s'engagent pas sur ces OP parce qu'ils savent que ça va être de la souffrance. Vous débutez, vous n'avez pas le matos, vous n'avez pas la condition. Si vous prenez des radars comme ça par 0 degré, sous la neige ou sous la pluie, ça va être un enfer, d'accord? Et ça n'est pas l'objectif. On n'est pas en train de faire nos classes au fond de la forêt noire. Donc, l'idée, c'est d'adapter son choix de terrain quand c'est possible à sa condition physique. Une fois que c'est dit, bien sûr, certains d'entre vous aimeraient évoluer de simples dominicales sur des petits terrains jusqu'à des OP complexes à l'étranger, chez nous, en plein été ou en plein hiver. Voilà ce que je vous recommande pour vous préparer physiquement, en sachant qu'on n'est pas censé faire de la muscu à la maison, aller faire des footings. Okay? Simplement, vous allez, lorsque vous êtes sur des dominicales, dans un premier temps, exploiter du matériel pour la dominicale. Le midi, vous allez retirer votre gear, votre casque, vos gants, et vous allez vous faire votre petite popote. Première chose, lorsqu'on est en OP, on n'a pas cette opportunité. Donc prenez l'habitude de prendre un sac à dos, comme celui-là, voilà. Un petit sac à dos de combat que vous allez porter, vous voyez, hein, on n'est pas sur un litrage énorme. Un petit sac à dos de combat que vous allez mettre en plus de votre tenue et dans laquelle vous allez mettre votre hydratation pour la journée et dans laquelle vous allez mettre aussi votre alimentation pour la journée. Vous le mettez dès le matin. Le midi, vous retirez votre barda, vos lunettes, votre casque, mais vous gardez le porte-plaque et vous vous alimentez en safe zone, mais en vous projetant sur un terrain d'OP qui n'aurait pas pu vous le permettre. Et toute la journée, vous allez avoir sur vous le poids de votre eau nécessaire et non pas un pack d'eau en safe zone. D'accord ?
Vous pouvez aussi engager chaque action de plus en plus intensément sur les simples dominicales pour anticiper ce qui se passera ensuite. Lorsque je suis sur une dominicale, je vais avoir une tenue adaptée à la dominicale. Je vais avoir une ceinture tactique simple et un porte-plaque. L'emport global intègre le fait que je vais jouer avec des mid-cap 120 coups et que je n'ai pas besoin forcément d'avoir de l'hydratation ou de la nourriture. Je n'ai pas de sac à dos, je n'ai même pas de backpack, vous voyez? Je pars vraiment léger et l'objectif, c'est d'avoir juste ce qu'il me faut pour tenir des reprises de 45 minutes. Si je veux faire progresser ma condition physique, lorsque je vais jouer mes dominicales, et 1 mois ou 1 mois et demi avant mes OP, je vais augmenter mon emport, puisque je vais anticiper sur le fait que je vais jouer en Real Cap 30 coups lors des OP, et je ne vais plus porter une simple ceinture tactique, mais je vais passer à une Warbelt. La Warbelt va m'amener un emport supplémentaire, un encombrement et du poids nettement plus important, ce qui va me permettre de me projeter sur une situation d'OP. Par exemple, effectivement, on en parlera tout à l'heure, mais en dominical, je vais favoriser éventuellement la casquette, alors qu'en OP, j'aurai strictement et toujours le casque de combat. Plus encombrant, plus technique pour fonctionner. Vous voyez, au niveau de l'encombrement, là ici, je vais avoir un encombrement et un emport beaucoup plus important, ça va être beaucoup plus astreignant physiquement, mais ça va m'entraîner. D'accord? Donc là, on est sur une tenue qui s'approche de celle que j'utiliserai pour CR3, même si sur cette tenue, il y aura un groin pad en plus quelques petites modifications, puisque j'ai fait exprès de faire des erreurs sur le montage de mon gear, quand on parlera du gear tout à l'heure. Mais voilà, dans l'idée, progressivement, vous vous alourdissez, non pas pour jouer les porte-avions, mais parce que vous allez mettre votre corps sous contrainte pendant les dominicales pour vous préparer aux OP. D'accord? Bien. Donc, si vous avez bien intégré ça, eh bien simplement le fait de faire évoluer les contraintes va vous permettre de développer une habitude à ces contraintes et donc de développer une condition physique et aussi une façon de gérer l'encombrement et la difficulté et l'inconfort qui vous serviront pour les OP. Voilà, moi, comment je travaille l'essentiel de ma condition physique. Oui, à côté, mais parce que j'aurai 52 ans en mars, forcément, j'ai une préparation physique spécifique 5 fois par semaine. D'accord? Après, c'est évidemment pas strictement pour l'airsoft, c'est aussi pour des questions de santé personnelle. Maintenant, on va parler de la tenue. Je retire mon gear pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà l'une des tenues types que je peux utiliser de la demi-saison jusqu'à l'hiver. Pourquoi? Parce qu'on est sur du matériel technique relativement haut de gamme. Entre le G3 Pro de chez SSO, merci Soyuz Gear, puisque c'est chez eux que je me le suis fourni, et bien la membrane de chez Voin, merci encore Soyuz Gear, d'accord? Comment on peut se préparer au niveau de la tenue lorsqu'on est chez soi? Simplement, évidemment, vous imaginez que si je suis avec une combat shirt comme celle-là, d'accord, qui est extrêmement fine au niveau du port du gear, une membrane comme celle-là, ou un blouson d'hiver comme ceci, eh bien le réglage du porte-plaque va varier. Et il ne faut pas attendre le jour de la partie pour gérer son porte-plaque. On est sur les températures et on regarde le climat. Et à ce moment-là, on regarde ce qu'il est adapté de mettre comme tenue. Et à partir de cette tenue, on fait le réglage du gear. Moi, je vois régulièrement des gens qui sont soit trop serrés dans leur gear, soit dans un gear qui bouge et qui, du coup, génère de l'inconfort. L'inconfort génère de la charge mentale. Quand on est relativement débutant, ça participe aux accidents, au déplaisir et à l'inefficacité. Je recommande très largement les coupes de pantalon de type G3. Pourquoi? 1. Parce que vous allez pouvoir ajuster avec les velcro au niveau des chevilles, des tibias, des genoux, la largeur, d'accord, de votre pantalon. Ce qui va vous permettre, lorsque vous allez simuler les différents mouvements, et ce que vous devez faire à la maison, je lève les bras, regardez, lorsque je lève les bras, je n'ai pas la manche qui se remonte jusque-là. Ok? Ça ne dégage pas les poignets si j'avais des gants. Voyez? Regardez. Elle est exactement la bonne taille. Je n'ai pas non plus le ventre
ou le bas des reins qui sort. Si je descends au sol, des deux côtés, je vais avoir sur les positions de tir la genouillère intégrée de mon G3 qui va s'adapter à mon genou. Si vous sentez que le genou part sur le côté, il va falloir travailler. On a des bretelles à l'intérieur des poches G3, par exemple chez le G3 Pro de chez SSO, mais sur la plupart des coupes G3, on a une bretelle qui va permettre de faire bouger la hauteur du pantalon, mais aussi de régler la hauteur de la genouillère. Ça se prépare aussi à la maison. Lorsque vous vous penchez, si vous avez la veste qui vous dégage les reins, c'est mauvais, il faut réadapter votre tenue. Pareil, je vois des gars régulièrement qui ont le pantalon qui baille ou qui est trop serré ou le ventre qui est écrasé, etc. Choisissez les ceintures. Moi, ce que je recommande, c'est ce type de ceinture à friction. Voilà. Donc là, on n'a pas de trou ou quoi que ce soit. On va faire varier simplement en faisant coulisser, là ici, la sangle. Et on va avoir un réglage millimétrique et une rétention par friction. D'accord ? Ça ne vaut rien du tout. Vous en trouvez soit de bonne qualité, on va dire haut de gamme, avec des aciers traités CNC, mais vous en trouvez aussi avec des boucles plastiques qui valent 20 € et c'est extrêmement efficace. Préférez plutôt ce genre de ceinture. En fonction de l'évolution de votre digestion et de la position des aliments, soit dans votre estomac plutôt haut ou dans votre côlon plutôt bas, eh bien, la ceinture peut mériter à un moment donné de se resserrer légèrement ou de se desserrer légèrement. Si c'est uniquement des clics, en fait, hein, des pointes avec des rivets, vous allez devoir passer d'un extrême à l'autre et c'est très désagréable. Pareil, sur la question des chaussures, on anticipe et on adapte ses chaussures. J'ai une paire pour l'hiver, une paire pour l'été. Vous avez envie d'aller sur une OP ou même si vous allez sur une dominicale importante, vous avez les pieds mouillés le matin à 9h30 du matin, à 16h l'après-midi, vous avez les pieds pourris, le lendemain matin, vous ne pouvez plus redémarrer parce que vous avez des cloques et votre OP est foutue. Et si c'est une dominicale, c'est tout aussi désagréable. Alors oui, on va me dire, ouais, il faut avoir les moyens de ceci, de cela. Moi, j'ai une paire d'Adidas depuis 7 ans, je les ai fait coller 2 fois pour 5 € et elles me durent depuis très très longtemps. Là, effectivement, comme je fais un peu plus d'OP, je me suis payé les Lowa GTX tige haute. Elles m'ont coûté plus cher. Oui, mais j'ai les pieds au sec, en fait, comme je l'ai expliqué sur mon débrief de Cold Response 2. Et pourtant, j'ai marché dans l'eau et j'avais les pieds secs le soir et le lendemain, ils étaient comme au premier jour. Ok ? Bien. Moi, je choisis plutôt d'avoir des genouillères intégrées, mais des coudières intégrées. Ici, je vais avoir l'avant-bras jusque ici, le coude, de protéger. D'accord ? Pourquoi ? Parce que au moment où on rampe et au moment où effectivement on a les manipulations de nos répliques, ou bien on est sur un tank, ou on est sur un véhicule de transport, ce genre de choses, je parle de l'OP, mais on va dire pour les dominicales, c'est essentiellement l'aller au sol, on s'expose beaucoup au niveau des points d'appui. Les mains sont relevées, elles sont sur la réplique, mais les coudes et les avant-bras prennent dans les ronces ou dans les cailloux ou dans les bouts de verre, d'accord ? Les genoux sont en appui et le bassin aussi. Donc, on prend le temps à la maison de regarder si on est bien protégé, si la tenue est opérationnelle, quand on va au sol, quand on se remet debout, est-ce que les fringues sortent de tous les côtés, est-ce que la ceinture tient le pantalon, est-ce que c'est adapté, est-ce que tout se passe bien, c'est fondamental. Je vois trop de gens embourbés, juste dans leur tenue, on n'a même pas commencé la question du gear, d'accord ? Ça, c'est pour la tenue. Maintenant, on va parler de la partie du gear. Sur la question du gear, il faut monter son gear de manière classique, en fonction de l'emport que l'on veut. On a des chargeurs, donc on a un front panel avec de quoi mettre nos chargeurs de fusil d'assaut, et puis on a un PA, donc il nous faut un holster, et puis de quoi positionner nos poches PA. On a besoin d'une petite poche admin, de quoi mettre nos grenades, la poche radio, et puis c'est bon. D'accord ? Mais où est-ce qu'on positionne tout ça ? Qu'est-ce qui fait qu'on positionne à tel ou tel endroit ? Première règle, lorsque vous avez un porte-plaque, c'est moins vrai sur le brelage, mais l'essentiel des airsofters ont des porte-plaques. Lorsque vous avez un porte-plaque, il faut anticiper sur le fait que vous allez au sol. Je me mets de côté. Là, imaginons, le sol est face à moi. Vous êtes en position de tir, donc le dessus du corps est relevé et le bas du corps est en appui. D'accord ? Donc,
plus on descend et plus on s'approche du sol. Ok? Donc, si effectivement le porte-plaque est protubérant en haut, ça va passer. Mais s'il a une bosse en bas, c'est-à-dire si sur le front de panel, vous mettez une grenade, ça va vous gêner, ça va être horrible. Si vous mettez votre radio en bas plutôt qu'à l'épaule ou au niveau du dos, moi je la positionne au niveau du dos, je le montrerai tout à l'heure sur le gear, eh bien ça sera aussi une problématique. Donc la première règle, on fait en sorte que la partie avant soit plate, on fait en sorte que les protubérances soient d'autant plus en haut que lorsqu'on ira au sol, ça risque de poser un problème. Je remets mon gear maintenant et je vous montre la façon dont, encore une fois, à la maison, on peut observer un certain nombre de choses pour savoir si on a bien monté son gear. Plutôt que d'attendre la partie, on a pris ses repères sur un Instagrammeur qui n'a jamais joué de sa vie, qui a chopé ça sur des photos d'un opérateur, qui est comme ci, qui est comme ça. Voilà, non. Je vais vous montrer, puisque j'ai fait exprès de commettre des erreurs dans l'installation de mes poches, ce qu'on peut constater quand on est à la maison et qu'on est dans des manipulations extrêmement simples. Je vais remettre ma warbelt ainsi que mon porte-plaque et on regarde ça ensemble. Donc voilà, j'ai installé mon gear, la warbelt de chez SSO et le Panzir Pro de chez SSO aussi, l'ensemble en Atax FG licencié, bien sûr, pour une cohérence globale. Donc là, je suis full Atax FG. Et en dehors de la membrane qui est de chez Voin, tout le reste c'est SSO, d'accord? Donc je vais m'avancer pour vous montrer. J'ai un fusil d'assaut, donc j'ai bien mes chargeurs de fusil d'assaut. J'ai sur le côté mon PA dans son holster. Je vais avoir une grenade. Deux grenades, deux poches grenades supplémentaires pour la pyrotechnie derrière. Ok. Je vais avoir sur le côté gauche des chargeurs supplémentaires, ma gourde à droite, mon admin. Ça a l'air tout cohérent, tout bien, puisque j'emporte bien tout ce que j'ai dit. Là, ici, j'ai mon petit PTT. Mon oreillette est rangée dans le lycra. Là, ici, je peux aller la chercher facilement. Donc, ça a l'air plutôt cohérent. J'ai une vraie liberté de mouvement, donc rien ne me gêne sur cette partie-là. C'est une des choses que je peux vérifier. Voilà, je ne suis pas du tout gêné. J'ai un très très bon dégagement au niveau du fonctionnement des épaules. Je suis opérationnel, je peux descendre. Il n'y a rien qui me gêne. Ça a l'air bon, mais maintenant que j'ai installé à peu près tout, ce qu'il faut faire, c'est manipuler et voir s'il n'y a pas des choses qui gênent ou qui bloquent. Je vais vous faire la démonstration avec le PA, qui est au holster à droite. Bien. Vous le savez, lorsqu'on sort un PA, on ne part pas comme ça. Okay, le PA, il va venir, il va suivre le corps, passer par le centre et venir vers l'adversaire. Okay, on ne part pas comme ça, on n'est pas des cow-boys, ça ne marche pas comme ça. Okay, encore une fois, moi, ce sont des attitudes d'airsofter. Le long du corps, on est au centre, boum. Ok, bien, ok. Regardez, j'ai bien mon PA, je veux le sortir, ok. Et là, je me prends dans la poche grenade. Ok? Je force, je réussis à le sortir malgré ma poche grenade. Déjà, c'est du n'importe quoi. Boum, 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 je tire. J'éjecte mon chargeur. Je veux récupérer mon chargeur. Et là, mes chargeurs de PA sont coincés sous la grenade. Et de nouveau, ça me pose souci. Ok? Donc là, on a deux poches qui sont très très mal placées. Celle-ci qui gêne le dégainé, et c'est un vrai problème, ça s'appuie sur ma main. Celle-ci qui gêne au rechargement. Les deux poches grenades, je ne pense pas que vous vous êtes tout de suite dit « Ah ouais, elles sont vraiment mal placées, Gorky va être en galère. » Non, là, comme ça, sur le papier, ça a l'air bien. Et puis c'est beau, machin, beau gosse, on part, et puis, il n'y a rien qui va. D'accord? Donc les deux poches grenades qui sont là vont dégager. C'est la raison pour laquelle j'ai installé à l'arrière ces petites poches qui sont comme celle-là, voilà, ici. Ce sont des petites poches de type SVD qui marchent très bien pour mettre deux grenades dans chaque. J'en porte 4 grenades. Et c'est parce que j'ai testé à la maison, je ne suis pas mieux qu'un autre, que j'ai vu que ça ne marchait pas et que j'ai viré les deux poches grenades et que je me suis replié pour en avoir 4 à l'arrière. Alors, on a l'habitude avec Vadim de dire au-delà de 180 degrés, ça ne marche pas. Alors, c'est vrai en haut. Quand c'est en bas, parce que là, je suis à la hauteur quasiment d'une dump putsch. Là, je suis sur un accès ultra facile, ultra simple. D'accord? Là, ici, il n'y a aucun problème à gérer. Parce que si on ne doit pas aller au-dessus de 180 degrés à hauteur d'épaule, effectivement, d'accord? Au-delà de ça, c'est impossible. Quand on descend les bras, naturellement,
on peut aller très facilement en bas du dos. D'accord? Morphologiquement, le corps humain est fait pour ça. Donc faites attention, pas au-delà de 180 degrés. Si vous avez des poches au-delà de la ligne des 180 degrés, elle est là. Hein. Vous n'arriverez pas à y accéder. Okay, sauf si c'est tout en bas. Donc plus c'est sur la warbelt et bas, et plus vous pouvez mettre à l'arrière. Plus c'est haut et plus c'est inaccessible. D'accord? Bien, on fait attention à ça. Alors, j'aurais pu faire plein d'autres erreurs, hein, délibérément. Par exemple, là, moi, quand je suis en pause, les poches taco, je peux les laisser comme ça. Si je suis en action, moi, je débraye tout. Ça tient suffisamment. Et si on doit retirer la poche taco, changer, remettre, c'est ingérable. Okay, là, c'est pareil. J'ai mis tout vers le haut. Quand il pleut, ça crée des entrées au niveau des chargeurs. Donc, il ne faudra pas hésiter à positionner les chargeurs, même si c'est plus dur, tête en bas, pour les mettre en sécurité. Ça, dans le visuel, quand vous regardez, on est aussi sur une erreur visuelle, facile à vérifier. Vous voyez mon porte-plaque, quand vous le voyez de côté, on est sur un aplat là, ici. Ok, j'ai pas ici, là ici, j'ai mis un petit mousqueton qui est relativement plat et mes ciseaux de sécurité parce que j'ai besoin de les avoir devant, mais je ne vais pas avoir ici les chargeurs de PA ou ce genre de choses. Ok, bien, donc prenez le temps à la maison de faire les manipulations, ça bloque là, ça tombe pas, mais ça j'arrive pas à le sortir. L'eau rentrerait là, qu'est-ce qui se passe? Bon bah là, le PTT c'est là, bon bah le problème c'est que là, j'ai une ligne qui tombe, non ça va, elle est à peu près propre. Comment je peux sécuriser mon fil? Vous voyez là le fil, il est très très peu dérangeant. C'est à éviter d'avoir des choses qui s'accrochent partout. Sur la question des gants, c'est pareil, vous enfilez vos gants. Moi sur les OP, je vais abandonner une partie de la qualité de préhension pour avoir les mains parfaitement sécures. Je ne mets pas des gants noirs habituellement, hein. Je mets des gants de combat tan ou kaki. Bien. Quand vous avez vos gants complets, d'accord, vous allez tester un certain nombre de choses pour savoir si vous êtes gêné ou pas. Et là, éventuellement, vous allez réaliser que vous ne pouvez pas régler le hop-up de votre fusil d'assaut, vous avez du mal à gérer vos lunettes ou prendre le petit chiffon pour les essuyer, vous avez du mal à accrocher vos grenades ou à manipuler des fermetures éclairs, et que donc il y a un problème de préhension. Moi, j'accepte une partie de ce problème de préhension pour me protéger en OP parce qu'on utilise de la pyrotechnie. Et quand on se balance des pétards, en fait, hein, même s'ils sont faits pour être projetés sur des humains, hein, ils sont anticipés par rapport à ça, je préfère avoir une protection totale des mains. Sinon, je vous montre, n'hésitez pas à couper puis recoudre vos gants pour protéger la pince. D'accord? Alors, ils sont là. Je ne vais pas les mettre tous les deux, je vais en mettre qu'un. Tout simplement, là ici on est sur des splaves, hein, pareil, hein, vous pouvez vous les fournir chez Soyuz Gear. Vous voyez, je l'ai déjà montré dans de nombreuses vidéos. Là ici c'est pour la protection, notamment quand je tiens mon PA, ok, je l'ai déjà expliqué. Et là ici, les trois pour avoir un accès comme si j'avais les mains nues en fait. Hein. C'est aussi efficace que pour la question des mains nues. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure que on pouvait et que moi j'avais tendance en dominical à favoriser la casquette. Bon voilà, on met la casquette, bon ça n'a rien à voir au niveau du camo, hein, j'ai pas de casquette en attaque CFG. On met la casquette, elle est ajustée, on est beau gosse, on est content, on met les lunettes s'ajustent nickel, on fait attention à son stalker, donc comme on fait attention au stalker, eh bien on le met à la maison, ok. Le stalker, il intègre, regardez, des petits passants en plastique, des deux côtés. Et là, on met la casquette et les lunettes. Et on s'assure à la maison que tout ça va être efficace, fonctionnel, qu'il n'y a aucun espace pour le passage des billes. Là, par exemple, si je me regarde dans la glace, eh bien, je vais avoir une exposition des maxillaires, ici. Je sais que je peux prendre des billes sur les côtés. C'est une exposition supplémentaire. Autre chose, je sens que les petits passants plastiques sont sous le rebord de la casquette. Je n'ai pas de point de compression. Je suis bien. D'accord? S'il y a des points de compression, on n'a pas à le subir. Pareil, on est sur un stalker qui est formable. Ça veut dire qu'on est sur une grille que vous pouvez contraindre. On n'attend pas. Moi, je vois régulièrement sur la pause du midi des mecs qu'on le nez tout quadrillé, les pommettes abrasées. Non, les gars et les filles, prenez le temps de former, d'écraser un peu, de déformer votre stalker pour qu'il soit adapté. Vous voyez, moi je recommande des stalkers semi-mousse comme ça, lorsque vous êtes sur les systèmes casquettes, ça s'adapte beaucoup plus à la morphologie. Alors,
La question du casque maintenant. Le casque, si c'est un casque valable, va intégrer à l'intérieur un certain nombre de coussinets. Voilà. Ces coussinets vont permettre de s'adapter à votre morphologie et ne vont souffrir aucun élément à l'intérieur du casque. Si ça ne souffre aucun élément, ça veut dire que ça va être impossible de porter ce type de stalker. Alors, on a la possibilité, je vous le mettrai à l'écran, d'avoir des stalkers qui vont venir se fixer sur les côtés et se rabattre devant. D'accord ? Bien, moi, je vois des joueurs qui le font et qui le font sans souci. Moi, je trouve ça très difficile parce que moi, par exemple, d'un point de vue morphologique, ça ne va pas du tout. Ça crée des points d'appui, c'est sur la figure, ça s'appuie sur le visage. C'est super désagréable. Moi, ce que je vous recommande, c'est lorsque vous allez en OP ou en tout cas même en dominical, assez rapidement de porter un casque. J'ai vu un certain nombre de chutes, des gens qui se sont tapés, qui se sont ouverts le crâne. C'est important de porter un casque lorsque l'on fait de l'airsoft. Il y a des solutions lorsqu'on porte un casque. Eh bien, ça va être ce que je vous présente là, c'est-à-dire une cagoule qui intègre un stalker, ok, et qui, avec le masque ou les lunettes, va permettre d'éviter les frottements, puisque sous le casque, on n'aura que la cagoule. Là, on est typiquement sur mon casque d'OP, voilà, avec mon système MVG, vous savez, où on n'a pas le droit de mettre de NVG dessus, d'accord ? Voilà. Et on est sur, pour moi, la solution la plus fiable et la plus efficace. Sur un jeu récemment, j'ai une vitre qui a explosé face à moi. Et heureusement que j'avais ce type de protection, puisque je pense que j'aurais été gratigné par les éclats de verre. Sur la question maintenant de la manipulation des répliques. Il faut prendre son temps à la maison pour manipuler sa réplique de poing et sa réplique de fusil d'assaut pour voir si tout se passe bien. D'accord ? On regarde quelques vidéos et on prend le temps de sortir sa réplique en étant gêné le moins possible, de la saisir de manière adaptée et de venir faire des acquisitions, le doigt sur le ponté et de venir cibler un objet dans la pièce, d'accord ? Et en faisant en sorte que, de manière réflexe, systématiquement, les organes de visée se mettent dans l'axe de l'objet visé, systématiquement, d'accord ? Si on voit que c'est un peu à gauche, à droite, on recommence. Voilà, on recommence jusqu'à ce que systématiquement, le mouvement vous permette d'avoir systématiquement les organes de visée parfaitement alignés. Vous pouvez aussi vous entraîner. Moi, systématiquement, je fais attention d'avoir toujours la culasse sécurisée au niveau du pouce parce qu'on peut avoir la culasse légèrement relevée et ça peut créer des incidents de tir ensuite. Voilà, et je verrouille et je sécurise. De la même façon, vous entraînez à qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je sors mon chargeur et je prends le suivant en étant gêné dans la main ? Est-ce que je prends le chargeur et j'éjecte l'autre ? Comment j'échange ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Parce qu'à un moment donné, sauf à jeter votre chargeur sur le sol, personne ne fait ça, d'accord ? Vous allez avoir une réplique et 2 chargeurs. Mais vous avez que 2 mains, il y a 3 objets. Qu'est-ce qui se passe ? Ok ? Vous n'allez pas avoir l'opportunité forcément de le poser tranquillement comme ça et de voir ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai les 3 objets dans la main ? Et je m'entraîne. De la même façon, vous avez la possibilité de, sur tout ce qui est tir, de prendre le temps de fabriquer, vous voyez là, ce porte-grenade là qui me met la misère, voilà. Vous avez aussi la possibilité de vous construire un carton, voilà, feuille A4, ça suffit. Vous le bourrez de chiffon. Et là, vous fermez bien la porte, s'il y a des enfants ou je sais pas quoi, vous mettez bien vos lunettes et vous faites, boum, de l'acquisition et vous tirez et vous vous entraînez à mettre dans une assiette, on va dire, hein. Pas forcément de manière rapide, mais de manière propre, boum, boum, de manière relativement réflexe, sur différentes positions, au sol, d'accord ? Et de faire en sorte aussi de travailler votre progression, hein. On n'est pas comme ça, ok ? On est sur une progression avec une mise en sécurité de ses camarades et on va être sur des prises de tir, d'accord, qui vont nous permettre d'être efficaces et de mettre un maximum de mise en sécurité. Bon, sur la question du fusil d'assaut maintenant. Pareil, voilà, le fusil d'assaut, la petite sangle 1 point. Alors,
Sangle 1 point, sangle 2 points, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je la mets? Où est-ce que je la passe? Là, je ne vais pas vous faire un cours sur les transitions, c'est difficile. Et ce que je vous propose, c'est une observation, encore une fois, d'Airsofter. Pareil, comment je récupère mes chargeurs, à quel point les chargeurs résistent à l'éjection, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe quand je veux mettre mon chargeur? Est-ce que je suis efficace? Est-ce que je ne suis pas efficace? Ok? Est-ce que j'ai besoin de forcer pour l'enclencher ou pas? Est-ce que ma sangle est bien réglée? Moi, je vois des mecs, des fois, la sangle est tellement serrée qu'ils sont obligés de mettre la crosse au-dessus. Donc, prenez votre temps aussi. À un moment donné, vous avez un chargeur dans la main. Pareil, vous n'allez pas le lâcher, l'autre. Okay, donc, vous avez un chargeur dans la main. Qu'est-ce que vous faites? Vous le remettez et vous allez chercher le chargeur d'à côté. Bien. Donc là, regardez. J'ai mis les deux chargeurs en face à face, le gauche et le droit. Celui-ci est bloqué par celui-là. Donc, notamment sur les AK, si vous ne respectez pas le sens d'insertion, vous bloquez l'un sur l'autre. Pareil, regardez là, j'ai choisi un lisse, un MagPull. Le MagPull est plus difficile à sortir que le lisse. Si vous l'observez et que ça vous gêne, ne prenez pas de chargeur MagPull. C'est des détails. Non seulement on le sent, mais vous l'avez entendu, le grattement. Bien. Autre chose que vous pouvez travailler avec votre réplique, je vais remettre un chargeur. Voilà, ça va être le fait d'épauler et de désépauler et vous le faites à la maison. Vous allumez votre point rouge parce que c'est très difficile de faire épauler, désépauler sans point rouge. Hein. Il y a quelques joueurs capables de le faire à la mire mécanique, mais c'est compliqué. Et vous allez prendre l'habitude, là aussi, de venir faire des acquisitions qui vont être de plus en plus rapides. D'accord? Comme si effectivement vous aviez un adversaire au loin et cette façon de projeter le point rouge sur l'adversaire pour que ce soit extrêmement efficace. Vous êtes droitier, œil directeur droit, c'est facile, les deux yeux ouverts. On va avoir le viseur en face de l'œil droit. On épaule, on engage le doigt sur la queue détente et on tire. Bien, si vous arrivez face à un bâtiment et que ce bâtiment nécessite que vous tiriez à gauche du mur, votre corps est dissimulé et vous tirez à gauche du mur. Si vous n'êtes capable d'épauler qu'à droite, vous allez devoir, imaginons que le mur soit là, sortir une grande partie de votre corps pour tirer. Ce que font, on va dire, allez, 80% des airsofters. Là, vous vous entraînez à la maison, j'épaule à droite, ok? Je suis prêt à basculer de l'autre côté du mur, je désépaule, ok? Et je vais fermer l'œil directeur, c'est beaucoup plus facile, et je vais chercher le point rouge avec mon œil non directeur. Et là, je vais avoir juste à basculer et tirer, ok? On a un certain nombre de joueurs qui sont capables, immédiatement, avec les deux yeux ouverts, d'aller chercher, et ça, c'est le niveau d'après. Premier niveau, j'épaule, les deux yeux ouverts avec l'œil droit. Deuxième niveau, j'épaule, je désépaule et je ferme mon œil directeur pour aller chercher le point rouge. Troisième niveau, j'épaule, je désépaule et alors que j'ai les deux yeux ouverts, je vais chercher le point rouge sur le côté pour tirer. D'accord? Ne faites pas des transitions totales avec transfert au chargeur. Je suis à droite, je désépaule, je prends mon chargeur, j'inverse et j'ai totalement inversé. Ça va être le niveau 4. C'est beaucoup plus complexe et ce n'est pas franchement utile. Déjà, si vous êtes capable d'épauler, désépauler, c'est déjà super efficace. Dernière chose, la transition. On demande la plupart du temps, nous les organisateurs de parties, lorsque vous arrivez dans un bâtiment et que vous n'êtes pas en dessous de 330 fps ou qu'on a décidé que les fusiliers d'assaut ne rentraient pas dans les bâtiments, de faire la transition, c'est-à-dire passer du fusil d'assaut au pistolet ou bien, quand vous sortez d'un bâtiment, du pistolet vers le fusil d'assaut. Cette transition, sans la sangle, elle va nécessiter de tenir la réplique à la main, d'accord? Donc, vous avez la réplique dans la main, puis vous sortez le pistolet, ce qui n'est pas impossible, ok? Mais si vous voulez être dans une situation, comme je l'ai montré tout à l'heure, où vous manipulez le pistolet à deux mains, il va falloir faire une transition avec votre sangle. Deux possibilités, soit vous retournez, voyez, le chargeur tourne, et là, je vous recommande de basculer le bras dessus pour venir avec les deux mains. Soit effectivement, vous la laissez dans l'axe, tomber naturellement. Ok? Et là, vous prenez le pistolet à deux mains. Dans tous les cas, lorsque vous faites ce genre de transition,
le déplacement va être difficile. Lorsque le déplacement est nécessaire pour des questions opérationnelles, je vous recommande, si vous n'avez personne à prendre en acquisition, ok, eh bien, de sécuriser la réplique sur le côté et de faire votre déplacement, surtout si vous avez besoin à un moment donné d'aller au sol. Si la réplique est devant, ça va être extrêmement gênant. D'accord? Donc, moi, je n'ai pas d'avis, c'est à vous de le sentir. Est-ce que, je répète, vous êtes sur une transition où vous basculez et vous venez sur le côté pour aller chercher ensuite? Ou est-ce que vous êtes sur une transition où vous laissez tomber la réplique et vous la sécurisez en allant chercher le pistolet? C'est à vous de voir, d'accord? Par contre, entraînez-vous chez vous. Là, j'ai une sangle qui est d'excellente qualité, hein, sans être forcément chère, qu'il faut réajuster régulièrement pour ne pas se faire mal, et qui, avec son passant central, va pouvoir naviguer à gauche et à droite. N'oubliez pas de contrôler, ça se balade ça alors, Zenico, qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas de contrôler votre réplique pendant les transitions. On ne balance pas la réplique sur le collègue, ok? Moi, globalement, je préfère lorsque on bascule, parce que le chargeur des AK étant relativement protubérant, il vient caler, d'accord? Il vient se caler, et moi je trouve ça beaucoup plus propre. J'ai la main sur l'optique, et là je vais pouvoir venir chercher et être en acquisition. D'accord? Bien. On va dire que la récupération est peut-être moins aisée quand on est comme ça, plutôt que quand on est comme ça directement. C'est à vous de voir. Bien sûr, si vous utilisez une sangle, faites attention, regardez. Est-ce que ma sangle vient se prendre dans mon PTT? Qu'est-ce qui se passe? Là, elle passe sur mon chargeur. Est-ce que je décide de ne pas mettre ce chargeur pour créer une stabilité au niveau de ma sangle? Mais si j'ai une stabilité, ça circule moins bien, vous voyez? Ça crée une accroche dans la circulation au centre. Tout est interactif. Tout est interactif. Donc, vous pouvez tout bosser à la maison. Mettez-vous dans les situations. Mettez-vous dans les situations de tir avec le fusil d'assaut. Imaginez que vous êtes au sol et que vous devez changer de chargeur. Imaginez que vous devez faire une transition au sol ou à genoux. Imaginez que vous devez vous retourner, tirer derrière vous ou prendre un objet tendu par un camarade et l'engager vers l'avant. Mettez-vous, inventez-vous des situations. Et alors d'abord, c'est un moment un peu fun, hein, où on s'amuse avec son matériel. Il ne faut juste pas que nos enfants ou notre épouse ou je ne sais pas qui nous regarde parce qu'on a l'air de fifou un peu là au fond de la cave ou dans notre chambre. Faites attention si vous utilisez des répliques actives, lunettes, protection des autres, fermez à clé, attention à l'environnement, pas tout casser, à ne pas inquiéter les voisins non plus avec les bruits. Ok, faites attention à ça, mais on a le droit chez soi d'utiliser nos jouets. Hein. Il y a toujours la crise en permanence en France, là, dès qu'on fait un petit truc, voilà. Donc, entraînez-vous à la maison parce que sur le terrain, je peux vous assurer que vous allez avoir un retour sur investissement et on va se dire « Oula, mais lui, mais en fait, il progresse super vite. Il commence l'airsoft. C'est bizarre. » Parce qu'il est en place au niveau de son gear, il est confort, il est aisé, il ne se bloque pas, il n'est pas dans les trucs qui se coincent, la sangle qui prend dans le casque, qui lui arrache les lunettes. J'en vois des trucs de malades, hein, ou de gens a priori où la tenue est propre, mais à l'attitude, on voit qu'ils ne sont pas joueurs. Ou qu'ils jouent depuis très très peu de temps. D'accord? Mais même sur les gens qui ont une dizaine d'années d'expérience comme moi, il y a toujours des compromis. Il va y avoir un choix qui fait que ça va aller, mais que ça va être gênant. Le MacPool, j'adore, mais c'est un problème, d'accord? Au niveau des frictions, il y a toujours des petites choses à améliorer. Et je vais vous dire, vous pouvez, et c'est en conclusion, hein, vous entraîner tout ce que vous voulez à la maison, il n'y a rien comme l'épreuve du terrain. Le jour J, sur le terrain, eh ben, il y a des trucs qui vont poser souci, il faudra les avoir en tête, et en rentrant le soir, soit on les note, soit on fait les petites modifs, et le coup d'après, il y aura d'autres trucs, il y aura toujours des trucs. Mais à un moment donné, parce qu'en fait, certaines corrections vont poser des problèmes, vous voyez? Donc, à un moment donné, c'est d'avoir limité au maximum les problèmes, et puis de vivre à peu près bien comme ça la situation. Bien, on arrive à la fin de cette revue. J'espère que la prise de son, puisque j'ai acheté un petit micro là, n'a pas été trop gênante parce que je tape sur mon gear et puis que je bouge la tête. Donc on verra ce que ça donne au niveau de ce type de micro. J'espère que c'est à peu près correct, que vous avez apprécié la revue. N'hésitez pas à me poser des questions ou à échanger entre vous, à vous prodiguer des conseils ou à m'interroger sur certains éléments. Si vous voulez connaître le type de matériel que j'ai sur moi, écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions aussi. Je répète, hein, je me suis fourni l'ensemble de ces objets chez Soyuz Gear, sauf les répliques, bien sûr, hein, que j'ai depuis très longtemps. Ça m'a permis de construire quelque chose de cohérent. Donc là, maintenant, je vais refaire les petites corrections sur ce que nécessite notamment mon porte-plaque.
Cadillac pour me préparer pour le 22 septembre sur Dynamite où on se retrouvera très nombreux. En octobre, on organisera aussi sur le terrain de la FBA une partie de la Team Bradva. J'espère qu'on vous y comptera nombreux. Mais si vous suivez nos réseaux sociaux, vous aurez tous les renseignements. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, profitez des dernières chaleurs et du dernier soleil pour faire des parties très nombreuses pour soutenir notre loisir. On n'oublie pas que justement, loisir, ça rime avec plaisir. Donc on se met en sécurité et on ne se prend pas la tête. Allez, au revoir.